Bonjour, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue à cette conversation autour du FOCAN, ce Campfire Chat, organisé par l'initiative Carnegie sur la gouvernance du climat, sur la façon d'encourager l'élimination du CO2 à grande échelle. Nous avons 4 invités qui vont partager leurs expériences et qui vont surtout exposer leurs différents points de vue sur cette question. Je vais leur demander dans un instant de se présenter. J'aimerais leur rappeler que donc nous allons avoir une conversation autour d'un feu de camp virtuel, donc nous n'allons pas prononcer de grands discours, mais il s'agit donc de débattre ensemble. Et il y aura ensuite une deuxième partie consacrée aux questions et réponses dans laquelle nous répondrons aux questions envoyées par notre public. Je suis Janus Pasteur, directeur exécutif de l'initiative Carnegie sur la gouvernance du climat depuis 2016, date à laquelle j'ai pris ma retraite des Nations Unies, où le dernier poste que j'ai occupé était celui de vice-directeur général pour le changement climatique. J'avais différentes fonctions. Avant, j'ai travaillé dans d'autres organismes des Nations Unies, comme le Programme des Nations Unies pour l'environnement, la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, et j'ai également travaillé dans des organisations de la société civile comme WWF. C'est-à-dire que je travaille sur le thème des changements climatiques depuis 40 ans, et je n'ai pas dû travailler très bien car il reste beaucoup à faire en la matière. Donc, demander aux participants de se présenter. Arthur, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Janus. Je suis Arthur Runge-Metzger. Je travaille je travaille à la Commission européenne et je travaille à peu près depuis le même nombre d'années que Janus dans des questions qui sont liées au changement climatique et aux politiques internationales du climat. J'ai participé aux négociations climatiques et de l'accord de Paris avec l'équipe de l'Union européenne et à partir de là, j'ai surtout travaillé sur des législations et des programmes de soutien dans le domaine du changement climatique dans l'Union européenne. Louise. Merci Janus, bonjour. Je suis Louise Jeffrey, je suis analyste de politique climatique à l'Institut New Climate qui est basé à Berlin, en Allemagne. Je ne travaille pas depuis autant d'années dans ce sujet, mais je suis spécialisée dans les politiques climatiques depuis 8 ans et avant ceci, j'ai travaillé comme scientifique de la Terre et je suis surtout axée sur des objectifs climatiques au niveau national et dernièrement, je suis spécialisée sur l'utilisation et l'affectation des terres et sur la façon de voir comment l'élimination du CO2 peut contribuer à ces objectifs climatiques. Marc, merci beaucoup. Je suis Marc Workman. Je suis stratège spécialisé dans Foresight Transition et je me consacre à voir les opportunités qu'il y a à l'avenir. Donc, dans cette organisation, je travaille avec une équipe qui apporte un soutien stratégique et technique à différents secteurs liés à la technologie, y compris donc avec l'élimination du CO2. Et je fais ceci depuis 10-12 ans environ. J'ai cofondé le Centre d'élimination du carbone, qui est une initiative participative et inclusive qui vise à voir comment on peut élargir cette technologie et établir donc l'élimination du CO2. Je suis ingénieure et économiste de formation. J'ai été dans l'armée et maintenant donc je fais de la recherche. Je suis chercheur visiteur à l'Université de Londres. Merci Marc. Jason. Bonjour, je suis Jason Ice, je suis directeur exécutif de Vivid Economics, qui est un cabinet de conseil du Royaume-Uni qui travaille sur les liens qui existent entre les politiques et le commerce dans le domaine des changements climatiques. Je conseille des politiques dans la prise de décision, mais je travaille également avec le secteur privé, institutions financières, entreprises, et donc dans différents secteurs du changement climatique, de l'énergie et de l'utilisation des terres qui a pris de plus en plus d'importance ces dernières années, surtout pour ce qui est de l'élimination du CO2, utilisant des solutions climatiques fondées sur la nature.
Merci beaucoup, Jason. Je vais maintenant vous expliquer en quoi consiste l'initiative Carnegie sur la gouvernance du climat. Nous sommes une initiative financée par la philanthropie. Nous sommes 16 personnes qui travaillons de façon à distance et de manière virtuelle, même avant la pandémie, et nous sommes sur différents continents. Nous avons pour mission d'encourager la création d'une gouvernance efficace pour des approches de modification du climat, telles que l'élimination du CO2 et la modification du rayonnement solaire. Nous sommes impartiaux quant à l'utilisation ou la non-utilisation de ces approches et également nous sommes impartiaux sur celles qu'il faut élargir ou non. Une partie de notre stratégie consiste à diffuser des connaissances à travers des activités comme celle d'aujourd'hui. Et il y a d'autres activités que nous avons organisées dans une série d'activités du programme C2G Learn. Nous avons réussi à engager dans ces activités plus de 50 experts et expertes du monde entier pour aborder différents aspects dans la gamme de ces thèmes. Ces discussions autour du faux de camp visent à montrer la grande diversité de points de vue qui existe sur ces questions, pas nécessairement dans toutes les conversations, mais d'une façon générale, nous voulons mettre en avant le fait que l'opinion des experts est forgée par leurs différents environnements, horizons, etc. Il est certain que pour montrer beaucoup de points de vue, nous aurions besoin d'avoir beaucoup de personnes, mais nous ne pouvons pas toutes les réunir dans une seule activité. Nous essayons toutefois dans chaque activité d'avoir une diversité d'experts en termes de genre, de procédance géographique, socioculturelle, formation, mais c'est dur de le faire dans chaque activité. Toutefois, si l'on regarde l'ensemble de nos activités, eh bien, je crois que nous avons assez bien réussi à montrer la diversité des différents points de vue. J'aimerais faire donc un peu des éclaircissements sur la terminologie, car vous allez voir qu'en fonction de l'institution de la personne qui parle, on utilise des termes différents et parfois ils utilisent des acronymes. Donc c'est une chose qu'on essaye d'éviter au maximum, l'emploi des acronymes. Donc C2G utilise la terminologie qui est surtout employée par le GIEC. Donc nous parlons de l'élimination du CO2. Mais parfois, il parle d'élimination de gaz à effet de serre, c'est un terme plus large, mais il s'agit plus ou moins de la même chose. Ce qui est important, c'est que chaque fois que l'on parle, on dise bien clairement à quoi on fait référence avec les termes qui sont donc utilisés. Et enfin, j'aimerais dire qu'il s'agit de mettre en commun différents points de vue, et ce sont ceux de nos invités et non ceux de l'initiative Carnegie sur la gouvernance du climat. Merci. Donc, pour ce qui est du contexte dans lequel nous avons cette conversation, je pense qu'il n'est pas nécessaire d'expliquer en détail jusqu'à la gravité de cette crise climatique que nous vivons. Nous sommes plus ou moins avec un réchauffement planétaire d'1 degré par rapport à la moyenne historique, et les effets se font ressentir dans l'article, dans les incendies que nous voyons dans différentes régions du monde, et également dans des épisodes extrêmes qui se produisent également par grand nombre pendant un certain nombre d'années, mais surtout pendant le rapport spécial du GIEC sur le réchauffement à 1,5 degré. Donc depuis ce rapport, nous savons que il faut réduire les émissions dans toutes les activités qui sont faites dans les pays, et il faut appuyer sur l'accélérateur en la matière pour réduire les émissions de manière drastique, y compris si nous réussissions à réduire les émissions à ce rythme, il faudrait quand même avoir recours à l'élimination du CO2, car il y a des secteurs dans lesquels réduire les émissions est très difficile, et par ailleurs, en dernier recours, il faudrait atteindre des émissions négatives, donc il faudrait absorber du CO2 de l'atmosphère, et en plus grande quantité que celui que nous émettons. Donc la situation continue à être grave, et il y a beaucoup de scientifiques qui misent sur l'utilisation d'autres types d'initiatives, comme la modification du rayonnement solaire, car avec la réduction des émissions et l'élimination du CO2 ne seront pas suffisantes. Mais cela sera le thème d'autres activités, pas de celle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons être axés sur la façon
façon d'accélérer l'application de l'élimination du CO2 à grande échelle. Depuis que nous avons commencé à organiser ce type d'activité, il y a de plus en plus de pays qui s'engagent à atteindre un niveau d'émissions nettes zéro en 2050 ou en 2060 pour la Chine. Et ceci donc donne un élan spécial à tous ces défis de gouvernance qu'il faut résoudre et que nous allons aborder aujourd'hui pendant notre débat. Par exemple, quel type de techniques doivent être utilisées et quand? Est-ce que ce doit être des solutions naturelles ou technologiques ou alors hybrides? Et quel type de débat devons-nous avoir dans la société avant de décider justement comment on va résoudre ces difficultés en termes de gouvernance? Je ne pense pas que nous allons donner des réponses à toutes ces questions, mais j'espère que nous allons pouvoir apporter notre petit grain de sable pour continuer à avancer. Donc, nous allons commencer cette conversation et donc je vais pour ceci demander une question à chacun et chacune de nos invités. À partir de là, ils pourront débattre entre eux. Et puis, dans la deuxième partie, nous aurons donc la section de questions-réponses et nous avons au total 90 minutes. Donc, nous aurons ensuite les questions-réponses pour permettre de résoudre les doutes du public. Donc, le public peut envoyer ses doutes et ses questions de la question de questions-réponses de l'application Zoom. Ils peuvent d'ores et déjà le faire, même si nous n'allons pas passer aux questions tout de suite. Vous allez voir que dans la section de questions-réponses, il y a également un bouton j'aime. Donc, si vous aimez une question, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton, car plus une question aura recueilli de votes et de j'aime, et plus elle sera susceptible d'être traitée. Et si au cas où nous n'aurions pas le temps de répondre à toutes les questions. Vous pouvez également utiliser le chat pour discuter entre vous, mais nous ne regarderons pas le chat pour voir quelles sont les questions. Donc, si vous avez des questions, dans la boîte de questions-réponses, s'il vous plaît. Nous allons donc maintenant demander quelque chose à chacun des invités. Je vais commencer par Louise. Louise, d'après vous, pourriez-vous nous dire quelles sont les options fondamentales d'élimination du dioxyde de carbone que nous avons à notre disposition et nous dire brièvement, en 2 ou 3 minutes, donc nous dire quelle est la différence entre l'élimination des émissions à partir d'une source d'émission et l'élimination de CO2 directement de l'atmosphère. Merci beaucoup, Janos. Oui, comme vous le dites, il va falloir absorber du CO2 de l'atmosphère, mais on ne sait pas encore dans quelle proportion et comment, mais il est clair qu'il va falloir le faire. Et il s'agit précisément de voir comment on peut commencer à faire quelque chose en la matière. Il y a différentes choses qui sont développées, comme par exemple des normatives, des réglementations, des incitations fiscales. L'Union européenne, par exemple, a un financement à l'innovation dont Arthur va certainement pouvoir nous parler après. Donc, il y a différentes options, mais qui ne sont pas toutes au même degré de développement, comme par exemple utiliser la compensation du CO2 pour éliminer du CO2 de l'atmosphère, ce qui n'est peut-être pas une bonne idée pour 2 idées. Tout d'abord, la question de la permanence qui peut être un problème avec le système des compensations et donc en étant moins efficace, car une tonne de carbone doit être totalement équivalente à une tonne de carbone qui est absorbée de l'atmosphère. Et il est difficile de garantir ceci avec les options d'élimination du CO2 dont nous disposons actuellement. Et en plus, la compensation des émissions s'accompagne de nombreux risques pour le moment. Donc, il faut savoir vraiment bien quel est le panorama en termes
termes généraux quand il faut fixer des objectifs tant au niveau national qu'au niveau des entreprises, c'est-à-dire quels sont les objectifs de réduction des émissions, comment intègre-t-on l'élimination du CO2. Vous avez parlé de l'objectif qui vise à atteindre un objectif net zéro et j'espère qu'on va y arriver, mais au fur et à mesure que l'on avance dans ce genre de plan, il faut vraiment garantir d'arriver à ce niveau d'émissions net zéro et il faut savoir qu'est-ce qui va être basé vraiment dans des réductions et ce qui va être misé sur les émissions, l'élimination du CO2. Il va falloir que les deux choses, les deux axes soient développés en même temps. Et ensuite, il faut se demander quelles sont les politiques nécessaires, comment ces initiatives doivent être mises en âge, mais je pense que nous aurons du temps ensuite d'en parler plus en détail. Est-ce que j'ai du temps pour répondre à la deuxième question? Oui, oui, je vous en prie. Donc, la différence, c'était la différence entre le capturer du carbone à la source d'émission et éliminer du CO2 de l'atmosphère. Donc, quand on le fait à la source d'émission, par exemple, lorsque l'on brûle des combustibles fossiles ou dans des processus industriels, donc pour capturer ces émissions et les stocker, on évite ainsi qu'elles arrivent dans l'atmosphère. Mais ceci ne consiste pas à éliminer du CO2 de l'atmosphère. On n'émet pas, mais on ne baisse pas la concentration du CO2 qui existe dans l'atmosphère. Donc il y a d'autres approches. Par exemple, les plantes le font à travers de la photosynthèse et elles stockent du CO2 comme biomasse. Et ceci consiste à absorber du CO2 de l'atmosphère. Mais la différence fondamentale réside dans ceci. Ou bien on évite que les émissions arrivent dans l'atmosphère, c'est-à-dire qu'on réduit les émissions, ou on réduit la concentration de CO2. Donc j'ai une question. Vous avez parlé plusieurs fois de la permanence. La conversation des émissions de carbone doit aborder la question de la permanence. Donc, qu'est-ce que ceci suppose pour la gouvernance? Vous voulez dire entre les différents types d'approches? Je veux dire, si la permanence est un élément important, il me semble que si, et si c'est le cas échéant, est-ce qu'elle doit être intégrée dans le système de gouvernance au niveau national et international? Il me semble qu'ils font voir différentes choses, par exemple la permanence par rapport au stockage du CO2, par rapport aux différentes approches. Les approches basées sur la Terre ont une durée inférieure et le stockage peut être rapidement inversé et donc il faut être très prudent à l'heure d'encourager l'utilisation des terres. Il y a certes des causes avantages, c'est bon marché, mais on ne peut pas le mettre au même niveau que la réduction des combustibles fossiles. Donc la question devient plus épineuse lorsque l'on parle de capture directe de l'air et suivi du stockage, et donc où il faut envisager un stockage à plus long terme, et chacune de ces initiatives ont besoin de leur propre cadre de gouvernance. Merci beaucoup. Nous reviendrons à ce sujet plus tard, mais nous allons maintenant donner la parole à Arthur. Nous savons que l'Union européenne est à l'avant-garde des politiques climatiques, de la neutralité carbone, de la neutralité climatique. Je ne sais pas si vous pouvez donc nous en dire plus sur les éléments de gouvernance que l'Union européenne a déjà pu résoudre et quelles sont les autres difficultés qui sont peut-être pas encore résolues. Donc, et ceci au vu de l'expérience que vous avez recueillie jusqu'à présent. Pas de brancher votre micro. Merci. Merci Dianus. Donc pour qui doit être fait, et d'après notre expérience, le rapport spécial du GIEC stipule clairement le rôle que pourraient jouer les éliminations de CO2 à l'avenir. Et le
système de gouvernance que nous avons et qui est dérivé du protocole de Kyoto n'est pas adéquat, pas complètement adéquat, si je suis sincère. Donc, dans les années qui viennent, il va falloir améliorer ceci. Comme le disait Louise, par ailleurs, il faut fixer un but dans lequel on inclut par ailleurs la réduction des émissions et par ailleurs l'élimination du CO2. Et c'est ce que la Commission et l'Union européenne ont fait au cours des dernières années. En décembre dernier, se sont réunis les chefs d'État qui ont misé sur la neutralité climatique, c'est-à-dire pour qu'il y ait un niveau d'émission des net zéro des gaz à effet de serre à l'horizon 2050. Et à partir de là, il fallait voir comment articuler cet objectif dans la législation européenne pour la première fois. Et ceci fait encore l'objet de débats. Un autre élément qu'il faut mentionner est la transparence, c'est-à-dire que le suivi, la notification et la vérification. Nous avons déjà de l'expérience en la matière, mais d'après moi, il faut veiller à ce que ce système de suivi, de notification et de vérification soit véridique et recueille toutes ces questions. Et comme le disait Louise, il faut établir une différence entre la véritable réduction du CO2 de l'atmosphère, c'est-à-dire la réduction de la quantité de CO2 qu'il y a dans l'atmosphère, et de distinguer donc ceci de la réduction des gaz à effet de serre, c'est-à-dire dans le sens d'éviter qu'il y ait des émissions supplémentaires dans l'atmosphère. Dans les secteurs qui actuellement entrent dans le système d'échange des quotas d'émissions de l'Union européenne, si par exemple on prévoit un stockage de captage et de stockage du carbone, ce qui est émis n'est pas considéré comme des émissions car cela va être capturé directement. Donc il ne faut pas dans ce cas-là un certificat des émissions dans cette centrale en particulier car il ne va pas donc y avoir d'émissions. Mais il faut bien étudier ce qu'il en est dans tout type de secteur. Mais il faut bien étudier ce qui se passe dans tout type de secteur. Pour ce qui est des solutions ou approches fondées sur la nature, il est clair qu'il faut faire face à la question de la permanence. Ce n'est pas simplement une question importante dans les solutions fondées sur la nature, mais il faut voir ce qui en est du captage et de l'utilisation du carbone quand ce carbone est intégré dans le cycle économique. Donc, qu'est-ce qu'il en est finalement? Il y a une question de permanence car il faut voir ce qui arrive quand on termine l'utilisation de ce matériel ou comment est-ce qu'on le stocke en dernier recours. Et il faut également être conscient du fait que nous vivons dans un système dynamique, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne sont pas permanentes mais qui peuvent toutefois être utiles si on les stocke pendant un certain temps. Mais il faut aussi être honnête et transparent pour qu'on ne dénomine pas permanent quelque chose qui en réalité ne l'est pas. Et en outre, il faut trouver des moyens d'aborder ces questions dans le cadre législatif. Et si je me souviens bien, il y avait un mécanisme de développement propre qui impliquait des projets forestiers et on émettait des certificats temporels à ce moment-là. Donc c'est une solution qui a déjà été essayée par le passé, mais qui n'a pas été très fructueuse car finalement on n'a pas atteint le nombre de projets que l'on pensait atteindre. Et ceci est notre principale inquiétude. Il est clair que les approches fondées sur la nature sont utiles et qu'elles sont par ailleurs économiques. Donc elles peuvent faire un certain apport, mais il faut pouvoir mesurer, notifier et vérifier cet apport, cette contribution et faire face par ailleurs à la question de la permanence car la permanence est liée à la responsabilité juridique. Donc qu'en est-il s'il y a un incendie dans ce bois en question, dans cette forêt et le propriétaire de ce certificat va-t-il alors le perdre ou pas? Ce sont donc des questions que toute structure de gouvernance doit résoudre. Merci beaucoup Arthur, ça a été très intéressant. Il m'a semblé utile de votre façon de décrire le fait qu'une chose qui n'est pas permanente n'est pas nécessairement mauvaise. Et je crois que c'est une idée qu'il faut que nous gardions à l'esprit.
En quelques mots, il semble que l'Union européenne a travaillé grandement dans ce secteur, ce qui n'est pas le cas dans le processus de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Donc, d'après vous, comment peut-on établir un lien et comment l'Union européenne peut-elle pousser ce processus de la Convention cadre? Il n'y a pas qu'en Europe que l'on travaille sur son sujet. Dans le monde entier également, on recueille des expériences. Et en dernier recours, il faut combiner toutes ces expériences pour les refléter dans l'accord de Paris, dans les normes de transparence. C'est ainsi que l'on peut cristalliser ce processus donc, et tenter d'éviter de revenir à avoir les mêmes conversations et délibérations que nous avons déjà eues, par exemple, autour du protocole de Kyoto. Et il faut donc maintenant avoir un processus dans lequel on atteigne avant la convergence. Jason, je me tourne vers vous. Vous avez été cité dans un article de Bloomberg avec un commentaire qui faisait l'éloge du potentiel de l'élimination du CO2 pour atteindre des émissions négatives. Il est clair qu'il faut des investissements gigantesques dans l'élimination du CO2, surtout si l'on veut appliquer à si grande échelle, comme le disait Louise. Mais il y a de nombreuses personnes qui disent que les compagnies pétrolières ne doivent pas mener la danse dans, dans la solution d'un problème qu'elles ont contribué à créer. Que pensez-vous? Pensez-vous qu'ils doivent faire quelque chose ou pas? Et comment peut-on impliquer toute la société pour que ceci soit une réalité? Je ne vais pas uniquement parler des compagnies pétrolières et ou gazières. Je ne pense pas qu'elles doivent être protagonistes et donc pousser et stimuler ce marché, mais dans tous les secteurs, il y a des entreprises qui tentent de compenser leurs émissions et qui expriment des engagements de compenser leurs émissions. Il est vrai que les compagnies pétrolières et gazières ont été les premières à côté des compagnies aériennes, mais c'est une tendance qui se généralise ou qui s'étend dans d'autres secteurs et qui font de plus en plus d'engagements avec des entreprises, par exemple, comme Google ou Microsoft. Il me semble que ces engagements doivent jouer un rôle important. Actuellement, ce sont des engagements donc volontaires et ils n'ont pas une grande envergure. Mais ils commencent à être suffisants pour que leur envergure soit intéressante et pour qu'ils puissent commencer à être modélisés. Pendant de nombreuses années, nous avons stagné dans des projets très petits, mais maintenant il semble qu'il commence à y avoir des initiatives de plus grande ampleur. Donc c'est pourquoi il est fondamental que cette détermination du secteur privé de compenser les émissions dont ils sont responsables devienne une réalité, car c'est prometteur. Ceci étant dit, je suis d'accord avec ce qu'a dit Louise. Ce n'est pas viable de penser que nous allons compenser les émissions du secteur du gaz et du pétrole avec des technologies de réduction des émissions. Les contributions déterminées au niveau national incluent une grande quantité de plans de compensation et de décarbonation, par exemple de l'électricité, du transport, et ceci doit déjà arriver pour pouvoir atteindre un niveau d'émissions net zéro. Non, est-ce que les compagnies pétrolières et gazières peuvent-elles jouer un rôle? Eh bien, si elles réussissent à décarboner leurs activités, peut-être qu'elles peuvent avoir des incitations pour assurer leurs arrières en raison d'une baisse de leurs revenus en investissant dans d'autres types de technologies. Il me semble que dans ce sens, elles pourraient apporter leur grain de sable, mais on ne peut pas voir ce que peuvent faire d'autres secteurs. Et ce qui est fondamental, c'est de savoir que le marché volontaire des compensations est un point de départ, mais ne va pas être la solution, c'est-à-dire que ça n'atteint pas l'envergure nécessaire pour atteindre nos objectifs.
Et ce sont les investisseurs qui doivent trouver des initiatives intéressantes à financer et pour ceci, il faut ce que demande le secteur privé, c'est-à-dire un modèle de revenus très clair, des coûts de transaction très clairs, des risques clairs et une marge de bénéfice raisonnable. Les risques doivent être gérables, il faut instaurer la confiance nécessaire pour que les risques soient contrôlables, car autrement, un investisseur ne va pas s'engager dans une initiative de la sorte. Et dans un marché volontaire comme celui que nous avons, un marché comme ceci génère des prix et des valeurs qui ne sont pas suffisants pour canaliser les investissements nécessaires pour atteindre nos objectifs. Il faut avoir des normes claires sur la permanence, sur la réduction des fuites. Tout ceci doit être bien clair et il faut aussi créer un modèle de revenus bien défini. Par exemple, si on est clair sur la permanence, le secteur privé va chercher des mécanismes à travers les compagnies d'assurance pour protéger leurs investissements et il faut atteindre un équilibre entre le risque qui peut être endossé et ceux qui ne peuvent être assumés. Par exemple, on pourrait lier la rentabilité de ces mécanismes de compensation à des buts que fixent certaines juridictions et qu'il faut atténuer les risques, car si les risques sont très grands, le marché privé va être très réticent à investir. En définitive, il faut créer des normes qui génèrent des conditions de marché qui rendent ces investissements intéressants et qui puissent offrir des perspectives de bénéfices raisonnables. Merci beaucoup, Jason. Je crois que c'est intéressant de voir comment vous mettez l'accent sur le fait que les gouvernements doivent créer un environnement propice et établir des normes claires pour que le secteur privé sache ce qu'il puisse faire et puisse s'engager dans ce type d'initiative, car autrement, c'est un vrai chaos. Donc, merci beaucoup. Donc, maintenant, je vais demander à nos invités s'ils veulent dire quelque chose, s'ils veulent rebondir ou réagir sur ce qu'ont dit leurs collègues et confrères, s'ils ont une question à formuler. Marc, je vois que vous voulez réagir. Oui, je voulais voir si j'ai l'occasion de contrecarrer certaines incertitudes qui ont été formulées. Et donc, comme vous le savez, j'ai donc une expérience dans l'aérospatiale. Et pour ce qui est de mon expérience, qui a impliqué une grande quantité de personnes, j'ai toujours été conscient que pour développer des technologies, il faut tenir en compte différents éléments. Et dans ce cas contraire, non seulement nous essayons de développer une technologie, mais aussi de créer un marché. Donc il faut avoir une série de normes et de règles adéquates et également des mécanismes d'application du public adéquats, car développer et appliquer la technologie adéquate dans le bon contexte est absolument primordial. Et ces initiatives doivent tenir en compte que nous tentons de créer un secteur pour que les meilleurs profils d'évaluation du GIEC deviennent une réalité. Et il faut voir ce qui en est du CO2 liquide, par exemple, qui est manipulé par les industries pétrolières et gazières. Et il y a beaucoup d'incertitudes qui entourent ceci. Et il y a également beaucoup d'incertitudes autour des modèles utilisés pour savoir s'ils sont adéquats, car ceci, nous ne l'avons pas fait auparavant. Il y a de nombreuses barrières qu'il faut surmonter, des barrières sociales, politiques, comme le disaient Jason et Arthur. Et ce qui est difficile, c'est qu'il y a de grandes asymétries, tant en termes épistémologiques qu'ontologiques. Il y a
différents protagonistes dans ce domaine et par ailleurs, il y a une grande fragmentation. Il y a le secteur agricole, sidérurgie, le secteur aérospatial, le secteur du ciment et tous ces secteurs sont extrêmement différents en termes d'activité et en termes de culture. Mais les protagonistes qui doivent s'engager et s'impliquer doivent garder à l'esprit qu'il faut tous ramer dans la même direction malgré leurs différences. Et le risque en termes politiques actuellement est fondamental, surtout si l'on garde à l'esprit ce qui arrive aux États-Unis. Alors comment pouvons-nous réussir à créer un environnement dans lequel on génère de bons modèles commerciaux, politiques face à tant d'incertitudes, et ceci pour pouvoir accélérer ce type d'initiative. Et pour ceci, il faut combiner toutes les connaissances qui existent sur ce sujet pour créer un espace dans lequel qui puisse faire émerger un marché d'élimination des gaz à effet de serre avec les normatives adéquates. C'est-à-dire qu'il faut rassembler les connaissances existantes, le potentiel de faire les choses, encourager la coordination entre le secteur privé, créer des capacités dans les différents secteurs et créer, générer une sorte de canal d'accélération, pour le dire. Dans la dernière édition de The Economist, il disait que 80 milliards de dollars à l'année sont consacrés à l'année donc pour des projets d'élimination du CO2 et c'est un chiffre qui doit être augmenté car ce n'est pas un investissement suffisant. C'est-à-dire que pour pouvoir dissiper les incertitudes qui entourent, il faut que les gouvernements créent des outils qui permettent de faire face à ces incertitudes et créer un environnement, un contexte propice. Merci beaucoup, Marc. Deux questions. Je ne sais pas si j'ai bien compris ce que vous avez dit. Donc, vous avez dit qu'il faudrait le même envergure d'élimination du CO2 que les flux de gaz et de pétrole qui existent actuellement. Je ne sais pas si j'ai bien compris. Jason a publié un rapport l'année dernière dans lequel il est établi un minimum de ce qui doit être fait pour éliminer 2,5 gigatonnes, ce qui est établi donc par le GIEC dans son rapport spécial 1,5 degré. Si on arrive à 2,5 degrés de réchauffement, il faudrait absorber 12 gigatonnes, ce qui est plus ou moins ce que transporte en hydrocarbures liquides le secteur pétrolier et gazier. C'est-à-dire que si nous atténuions de manière importante, nous aurions besoin de n'éliminer que 2,5 gigatonnes par an. Et si nous gardons à l'esprit la valeur moyenne, il faudrait éliminer une quantité équivalente à ce que suppose le secteur pétrolier et gazier, et donc le 3 ou 4 fois plus, pardon. Si nous avons besoin d'élargir une industrie à 3 ou 4 fois plus que l'industrie du pétrole ou du gaz, il faut avoir ces entreprises car ce sont elles qui ont les connaissances nécessaires en la matière, mais culturellement, comment surmontons-nous les difficultés que cela pose et comment réussissons-nous à impliquer un secteur similaire pour qu'il s'engage dans l'élimination du CO2 au lieu de tenter de continuer à profiter au maximum des actifs qu'il a déjà investis.
Peut-être que Jason pourra nous en dire plus après, ou Louise ou Arthur. Mais j'ai d'abord deux commentaires. Ah, on nous demande de ne pas parler aussi rapidement et j'invite à nouveau notre public à envoyer ses questions. Je vois que nous en avons déjà quelques-unes. Et il me semble intéressant de voir comment a été expliqué tout ce dont on a besoin pour créer un système d'élimination du CO2. Comment peut-on relier ceci au processus officiel de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et qui implique, engage autant d'agents différents? Je ne sais pas si Arthur ou l'un des autres invités souhaite dire quelque chose en la matière. Pour ce qui est de la gouvernance, il n'y a pas de traité de l'atmosphère et c'est précisément la brèche qui existe dans la gouvernance du changement climatique. Et Janus, vous êtes bien placé pour savoir que la configuration des Nations Unies suppose justement une lacune en la matière. Et l'élimination du CO2 a également des aspects qui ont des conséquences sur le développement, qui ont des conséquences sur l'environnement. Et bien entendu, les co-avantages de l'élimination du CO2 se font ressentir sur l'environnement. Donc, il faut garder ceci à l'esprit. Par ailleurs, il faut se demander si nous avons besoin d'une configuration indépendante et autonome de gouvernance pour ce sujet. Il me semble que non. Il me semble que le système dont nous disposons sont ceux que nous avons, et même s'ils sont imparfaits, il faut en profiter au maximum, mais il faudrait associer dans une certaine mesure des mécanismes de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, car par nature, cela va établir une série de demandes de suivi, de notification et de vérification et qui vont émaner du processus de la COP et qui seront examinés par la COP. Et donc, je crois que cet accélérateur de l'élimination du CO2 s'intégrerait bien dans le processus de la Convention cadre. Il faut identifier quelle technologie et quelle normative et modèle politique, modèle financier et modèle d'affaires il faut pour éliminer les gaz à effet de serre et j'espère que notre travail va contribuer à apporter une réponse ou des éléments de réponse. Merci. Il faudra voir ce que les autres invités peuvent dire en la matière, mais il est vrai qu'il n'y a pas de traité sur l'atmosphère et ceci a déjà été mentionné par d'autres experts dans d'autres discussions autour du feu de camp. Donc c'est une inquiétude que partagent un bon nombre d'experts. Mais donc je vais maintenant demander à mes collègues savoir s'ils veulent dire quelque chose sur le rôle qui est joué par le secteur privé et comment ceci peut être lié au processus des Nations Unies. Arthur. Il est certain qu'il y a un lien très clair entre ce qui se passe dans les négociations internationales de la Convention cadre des Nations Unies et le secteur privé. Jason l'a très bien expliqué et Marc aussi. Et il est fondamental de disposer d'un cadre réglementaire et ceci ne va pas surgir de naître de rien. Car sans ce cadre réglementaire, les techniques d'élimination du CO2 ne vont pas prospérer comme ça. Donc, il faut fixer des buts et voir comment atteindre ces objectifs. Et quand on étudie comment atteindre ces objectifs, on se rend compte que les techniques d'élimination du CO2 ne sont justement pas les plus économiques, donc il manque un modèle commercial. Il y a 10 ou 15 ans, j'ai participé en Europe à un processus de réflexion en exercice qui disait qu'il fallait construire 12 usines de captage et stockage de carbone et jusqu'à présent, aucune n'a été construite. Et pourquoi? Parce que économiquement, c'est cher, ce n'est pas rentable. Et donc, c'est seulement lorsque c'est associé avec la récupération assistée du pétrole
que les chiffres sont intéressants. En Norvège, oui, il y a des projets menés sur ce sujet car il y a un poste très élevé qui impose toutes les tonnes qui sont émises dans l'atmosphère et donc c'est attractif économiquement parlant de mener ces projets. Mais donc il faut insister sur la viabilité économique et ça ne va être possible que si l'on augmente les ambitions des projets à moyen terme. Si par exemple on évalue la répercussion qu'ont les prix du carbone de 40, 50, 60 dollars par tonne, il y aurait des projets d'absorption de carbone de l'atmosphère qui ne seraient pas viables. Donc, il est fondamental d'établir des prix adéquats pour pouvoir procéder à l'élimination du CO2 à grande échelle. Et je ne pense pas que cela ne va pas être une réalité dans les 10 ans à venir, mais ce que l'on peut faire dans les 10 ans à venir, c'est mettre à l'épreuve les technologies pour garantir leur bon fonctionnement. Et pour ceci, il faut investir grandement. Nous allons beaucoup investir, nous autres, avec le Fonds d'innovation, pour essayer de mettre à preuve des techniques d'absorption du CO2 dans les usines d'acier, de sidérurgie, et également du carbone qui est produit par la combustion de biomasse que lorsqu'on produit de l'éthanol. L'infrastructure que demande le captage et le stockage du carbone a été l'une des grandes difficultés auxquelles nous avons été confrontés et il faut construire des tubes, des tuyaux pour stocker ce carbone. Nous n'avons pas ces structures. Par ailleurs, les agriculteurs et les sylviculteurs n'ont pas d'incitation pour se servir de leur réserve ou d'améliorer leur réserve de carbone, qu'elle soit dans le sol ou qu'elle soit dans les forêts existantes. Donc, il faut aussi créer un modèle d'affaires viable pour ce type de solution. Et donc, aussi bien dans les approches technologiques que de les approches fondées sur la nature, il manque un modèle viable et il est vrai que les compagnies pétrolières ou gazières ont des avantages car elles disposent de la technologie et des connaissances expertes nécessaires pour savoir comment absorber du CO2 de l'atmosphère. Mais comme je le disais, malgré ceci, il y a un manque de viabilité économique et il en est de même pour les solutions fondées sur la nature et c'est le dilemme qu'il faut résoudre en misant toujours pour la transparence pour savoir qu'une tonne comptabilisée en Europe est égale à une tonne comptabilisée en États-Unis, en Chine ou à tout autre endroit du monde. Il faut également insister sur le niveau d'ambition car tous les pays du monde ne veulent pas prendre les devants. Ils veulent avancer ensemble, mais ils ne veulent pas avancer seuls. Je ne sais pas si un autre invité veut ajouter quelque chose ou rebondir sur ce qui vient d'être dit. Pendant ce temps-là, je vais demander quelque chose à Arthur. Donc, nous avons besoin, comme vous avez dit, de fixer un modèle économique qui fonctionne et vous avez parlé donc du prix du carbone. Est-ce la seule chose que l'on peut faire pour pouvoir améliorer la viabilité économique, c'est-à-dire avoir un prix de tonne du carbone plus important? Bon, le prix du carbone, bien entendu, a une influence sur la viabilité économique et sur la rentabilité de tout projet d'élimination du CO2. Ça, c'est sûr et certain. Mais comment atteindre ce prix du carbone? Eh bien, c'est ce qu'il faut élucider, ou bien il faut fixer un prix ou faire en sorte que le marché fixe un prix plus élevé du carbone. Mais si ce n'est pas le cas, ça ne sert à rien. Et les prix du carbone vont être déterminés par les objectifs qui vont être fixés en termes de réduction. S'il y a des objectifs peu ambitieux, alors le prix du carbone va être bas car il comprendra qu'il y a à peine besoin de l'élimination du CO2, mais si on étudie ce qu'affirme le GIEC, c'est-à-dire le prix implicite du carbone qu'il faudrait pour remplir les profils d'évaluation du GIEC proposés dans son rapport spécial sur le réchauffement global à 1,5 degré, eh bien ces prix doivent être plus élevés et donc les objectifs doivent être plus ambitieux. Louise.
Pourriez-vous apporter quelque chose dans cette réflexion? Nous avons largement parlé de ce dont nous avons besoin de faire dans les 10-15 ans à venir, mais on ne va pas pouvoir appliquer l'élimination du CO2 à grande échelle dans ce délai, mais il faut mettre à l'épreuve et essayer la technologie. Donc, il y a beaucoup d'objectifs pour 2050, mais la vie ne s'arrête pas là, et il y a beaucoup de choses qu'il faudra faire après 2050. Donc, quelles sont les difficultés en termes de gouvernance que nous devons résoudre aujourd'hui et qui devront être adaptées pour être prêtes face à tout ce qu'il faut faire après 2050? C'est une question très intéressante car il faut voir quelles sont les difficultés à laquelle nous allons avoir à affronter à l'avenir et avoir une image d'ensemble. Aujourd'hui, il faut mettre à l'épreuve différentes alternatives pour voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, pour voir ce qui peut être plus économique et ce qui ne peut pas. Il y a des alternatives pour l'élimination du CO2 de l'atmosphère qui semblent viables, mais il faut les passer à grande échelle. Et donc, espérons que d'ici à 30 ans, nous aurons atteint une situation dans laquelle nous approchons des émissions net zéro, mais à partir de là, après 2050, il va falloir atteindre des émissions négatives, ce qui veut dire qu'il va falloir absorber plus de CO2 de l'atmosphère de la quantité de CO2 émise. Et c'est pourquoi il faut réussir à absorber du CO2, qu'absorber du CO2 soit plus économique d'émettre du CO2 dans l'atmosphère. Et il est difficile de voir comment réussir ceci pour que l'absorption du CO2 soit attirante financièrement. Il faut cela également lié aux compensations, car on ne peut pas tout simplement absorber une tonne de CO2 pour chaque tonne qui est émise. Il faut absorber plus de CO2. Et nous avons 30 ans pour pouvoir élargir l'échelle de l'application de ces technologies. Pour ceci, il faut véritablement voir ce qui fonctionne, car finalement, il s'agit d'éliminer plus de CO2 que de CO2 qui est émis. Je ne sais pas comment on peut le faire, mais nous avons 30 ans pour tenter d'y arriver. J'ai une question pour Jason. Le Royaume-Uni va accueillir la COP26 l'année prochaine et le pays a été à l'avant-garde de ce type de sujet. Donc, pour répondre à la question de Louise, comment allons-nous réussir à atteindre ce point? Qu'a fait le Royaume-Uni en la matière? Qu'est-ce que vous pourriez nous donner comme exemple pour illustrer ceci? Et j'aimerais rappeler au public qu'il peut envoyer ses doutes et ses questions dans la section de questions-réponses. Je vois que nous en avons déjà quelques-unes, donc n'hésitez pas à envoyer d'autres questions. Il me semble fondamental, en termes d'élimination du CO2 et des technologies disponibles pour ceci, de penser à la chose suivante. Premièrement, il faut être conscient du fait qu'il y a un grand nombre de techniques, il y a des solutions fondées sur la nature, il y a la bioénergie avec le captage et le stockage du carbone, la BECS, il y a également le captage direct de l'air, et chacune de ces solutions est différente et se distingue des autres, tant en termes de viabilité économique que en termes de délai nécessaire pour qu'elle joue un rôle important dans les trajectoires de décarbonation. Dans les solutions fondées sur la nature, les principales barrières ne sont pas économiques, mais elles sont liées à la façon de structurer le contexte réglementaire. Et les difficultés sont liées et basées sur la façon d'intégrer ce type de solution dans un schéma plus large d'incitation réglementaire. Il faut également disposer d'une technologie adéquate pour pouvoir suivre, notifier et vérifier ces activités et donc d'émissions ou d'absorption de CO2 qui sont réalisées. Et dans certains pays, surtout dans des pays en développement, il y a des investissements qui sont importants, qui sont faits dans ce type de système de suivi, de notification et de vérification. C'est important et il faut disposer d'un cadre solide en la matière. Au Royaume-Uni,
Royaume-Uni, il y a une série de politiques, et des politiques similaires en Nouvelle-Zélande, en Californie aussi, par exemple, grâce auxquelles on établit des mécanismes qui permettent d'intégrer les solutions fondées sur la nature dans un cadre environnemental réglementaire de décarbonation, afin d'arriver finalement à un niveau d'émissions nettes zéro et de passer ensuite aux émissions négatives. C'est-à-dire qu'il faut avoir un bon mécanisme de marché, un bon environnement propice pour que les investissements privés aient lieu dans un environnement de risque contrôlé. Si nous avons par exemple un prix de 20-30 euros par tonne, eh bien on peut mettre en marche certains projets, bien que je ne pense pas que cela soit suffisant pour appliquer à grande échelle ces projets, mais même avec des prix de 20-30 euros par tonne de carbone, offre la possibilité d'appliquer certains projets à une échelle assez grande. Et l'idéal serait d'avoir une augmentation des prix à 40-50 euros, mais nous verrons bien. Pour ce qui est de la bioénergie avec captage et stockage de carbone, eh bien, là, la difficulté est liée à la biomasse en tant que telle et à la bioénergie en tant que telle, et aussi avec le captage et stockage de carbone qui doit encore faire ses preuves. Il y a 10 ans que l'on parle d'incitation et de programmes gouvernementaux de soutien à ces technologies et qui ne sont pas encore une réalité car le coût est très élevé. Et si le coût continue à être aussi élevé, le marché privé ne va pas s'engager dans cette voie. Et par ailleurs, il faut voir jusqu'à quel point cela vaut la peine de mettre en marche ce type de projet, car on ne sait pas réellement jusqu'à quel point cela va contribuer, à quel point la BEX va contribuer aux émissions négatives. Et nous n'avons pas besoin de 5 ou 10 ans simplement pour élargir cette technologie à grande échelle. Il faut de grands investissements pour créer les infrastructures, pour pouvoir absorber. Et pour ceci, il faudrait environ 100 dollars par tonne de carbone. Et peut-être que c'est un point d'inflexion que nous pouvons atteindre en 2030-2040 environ. Mais il y a encore beaucoup d'incertitudes et il faut franchir différentes étapes et chacune de ces étapes a besoin d'un bon système de soutien. Au Royaume-Uni sont mises en marche certaines initiatives, dans l'Union européenne également. Aux États-Unis, il semble qu'il y a un élan à l'innovation pour réduire les émissions de carbone dans différents secteurs, mais il faut voir quel est le cycle du carbone. Il faut travailler sur les prix pour atteindre une viabilité. Et si nous pensons par exemple au prix nécessaire de 150 ou 200 dollars par tonne de carbone, eh bien l'horizon pour nous est bien de 2040. Donc pour chacune de ces alternatives, il y a différents éléments économiques qu'il faut résoudre. J'aimerais poser une question du public, mais avant, Jason, euh, je voudrais rebondir sur quelque chose que vous avez dit avant, mais les autres peuvent également, bien entendu, intervenir. Donc, quel rôle va jouer l'élimination du CO2 dans les pays en développement? Je sais qu'aucun d'entre vous ne vient de pays en voie de développement, c'est la situation que nous avons, mais Jason a parlé, par exemple, de ce qui se passe en Californie, dans l'Union européenne, au Royaume-Uni. Donc, que se passe-t-il dans les pays en développement? Qui souhaite répondre? Et ensuite, je passerai aux questions, on passera aux questions des questions du public. Je ne voudrais pas abuser de mon tour de parole, mais si nous étudions les contributions déterminées au niveau national, la plus grande partie des pays en développement ont des expectatives et des attentes qui sont fondées sur l'utilisation et l'affectation des terres et des sols pour séquestrer et piéger du carbone. Des pays, par exemple, comme l'Indonésie ou comme les pays qui sont liés à l'Amazonie utilisent surtout le sol pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Je pense que c'est un élément fondamental dans leur stratégie. Si personne ne veut ajouter quelque chose... Ah, si, Louise, je vous en prie.
Il me semble qu'il faut mentionner deux aspects. Premièrement, donc la question de savoir comment les pays en développement peuvent atteindre les objectifs fixés dans les contributions déterminées au niveau national en termes de réduction, c'est une chose. Et par ailleurs, on peut voir l'exemple donné par ce qui se fait au Royaume-Uni ou dans l'Union européenne, et les pays en développement peuvent voir ces exemples et pourraient également bénéficier d'un soutien financier de pays plus développés pour ainsi propager des solutions fondées sur l'utilisation des terres. En Indonésie ou au Brésil, il y a beaucoup d'activités de boisement et de reboisement qui sont faites et qui sont financées en partie par des secteurs, par exemple du Royaume-Uni, et je crois que cela a une complexité qu'il faut également prendre en compte. Alors, j'ai une question du public pour Arthur. La compensation des émissions ne réduit pas la concentration de CO2 dans l'atmosphère, alors que les trajectoires envisagées par le GIEC dans ce rapport spécial dit clairement qu'il faut réduire cette concentration de CO2 dans l'atmosphère. Donc, quelle est votre opinion à cet égard? On a beaucoup parlé de la compensation des émissions par le passé. Par exemple, le système du commerce des droits d'émission est basé sur ce système de compensation. Par exemple, que les émissions qui proviennent des combustibles fossiles sont compensées. Mais maintenant, ce que nous faisons, c'est insister sur le fait d'éviter que cette tonne ou que ces émissions arrivent à l'atmosphère. Dans le rapport spécial du GIEC sur le réchauffement à 1,5 degré, il est clairement dit que réduire la concentration de CO2 dans l'atmosphère aura des bénéfices climatiques, donc il faut changer le cadre réglementaire, bien entendu. Alors, j'ai maintenant une question pour Marc. Je pose des questions à l'un ou l'autre d'entre vous, mais il est clair que si un autre invité peut apporter un point de vue différent, il peut bien entendu intervenir. Donc, il est certain qu'une partie des systèmes d'élimination du CO2 exige une grande quantité d'énergie, et nous n'avons pas encore parlé de ceci. Donc, que pouvez-vous nous dire en la matière? Que peuvent-nous faire sur cette question? Cela dépend de la technologie. Certains confrères ou collègues ont étudié beaucoup le captage direct du carbone de l'air et disent que pour une gigatonne, il faudrait environ un quart de l'approvisionnement électrique mondial. C'est une question très difficile, c'est-à-dire comment faire en sorte que le processus soit plus efficace ou comment concevoir de nouveaux mécanismes pour éliminer du CO2 de l'atmosphère. Et il est vrai que certaines approches sont très énergivores. Par exemple, l'ABEX ne produit pas d'électricité comme co-avantage par ailleurs. Donc, tout dépend de la chaîne de valeur que l'on prend en compte. Et ceci rejoint ce que disait Jason auparavant, à savoir qu'il faut savoir quels sont les co-avantages authentiques et quelles sont les efficiences que l'on peut réaliser dans chacune de ces technologies en vue de leur développement futur. Si nous acceptons que nous sommes dans un secteur très incertain et qu'il faut fixer des mécanismes de marché pour inciter le développement de ces technologies afin d'absorber du CO2 de l'atmosphère, il va falloir beaucoup de capital, que les gouvernements investissent dans l'innovation et avec un peu de chance, la technologie d'élimination des gaz à effet de serre va évoluer vers un niveau que nous n'avons pas encore atteint, mais à nouveau, c'est entouré d'incertitudes et il faut des incertitudes de rupture, c'est-à-dire qu'on ne sait pas encore quelles technologies peuvent être développées, mais il faut générer un environnement nécessaire pour créer ce que Stephen Johnson dénomine des coïncidences heureuses dans l'innovation de rupture. C'est peut-être pas une réponse très claire, mais voilà, c'est ce que nous avons. Donc, il faut voir s'il y a une technologie qui puisse
résoudre un problème sérieux existentiel comme celui auquel nous sommes potentiellement confrontés et ce serait franchement une folie de ne pas rechercher en la matière, de ne pas faire et donc il faudrait faire preuve de créativité et d'imagination car il faut créer un cadre responsable dans lequel ceci soit possible et donc établir un équilibre entre les risques et les incertitudes que nous voulons surmonter et entre les risques et les incertitudes inhérentes aux approches que nous appliquons pour résoudre ce risque initial, ce risque premier. Merci, je continue avec les questions, mais si quelqu'un veut intervenir à un moment, vous levez la main. Donc, Jason, vous avez dit qu'il est nécessaire de fixer un prix approprié pour le carbone. Un membre du public demande si ce qu'il en est des milliards de dollars de subventions dont bénéficie encore l'industrie pétrolière et gazière, ce ne serait pas une stratégie efficace que de couper le robinet de ces subventions? Si, bien entendu, ce serait très positif d'éliminer les subventions qui sont attribuées au secteur gazier et pétrolier et aussi les subventions agricoles aussi supposent une barrière importante au développement de meilleures pratiques agricoles qui est une grande source d'émissions à l'heure actuelle. Mais il me semble que l'industrie des combustibles fossiles est pratiquement à l'heure une fausse piste et nous détourne l'attention du fondamental. Il y a un grand nombre de pays qui ont des entreprises nationales de pétrole ou de gaz, des compagnies, donc, et lesquelles bénéficient de subventions. Et il me semble qu'il est dommage que cet argent ne soit pas consacré à autre chose, mais je ne pense pas qu'éliminer les subventions signifierait conduire ces entreprises à la faillite, car la peur des pays, c'est de ne pas avoir de leader en matière. Et donc, il y a beaucoup de polémiques qui entourent le secteur pétrolier et gazier. Et par exemple, lorsque l'on parle de compensation d'émissions, il faut voir qui paye cette compensation. Ça s'appelle compensation car il y a quelqu'un qui paye pour les émissions qu'il réalise et qui entre ainsi dans un schéma volontaire pour payer pour les émissions qu'il réalise et pour pouvoir dire qu'il compense cette pollution. Donc, il faut voir qui paye pour ces émissions. Et tout ce système de compensation crée à son tour beaucoup de polémiques. Il est vrai qu'il ne faut pas donner les incitations inappropriées afin que la compensation puisse détourner des ressources qui pourraient être dédiées à l'innovation, mais la compensation est appelée ainsi parce que quelqu'un paye pour les tonnes d'émissions qu'il réalise. Et cet argent peut être utilisé pour développer des technologies qui vont réduire les émissions. Et il y a différentes façons de motiver le développement des technologies. On pourrait utiliser cet argent pour développer des technologies d'élimination du CO2 ou utiliser directement l'argent des contribuables. Mais finalement, il faut voir quel type de politique il y a pour développer les émissions négatives vont être mises en pratique et qui va les financer. Arthur et ensuite Louis. Donc Arthur, j'aimerais que vous disiez tout d'abord si vous êtes d'accord avec ce que Jason a dit, compte tenu de l'expérience acquise par l'Union européenne et toutes choses que vous pouvez souhaiter ajouter. Il me semble que Jason a donné un argument très pertinent. Donc pour ce qui est capturé et stocké, ou bien c'est quelque chose qui a été émis, ou alors c'est une réduction nette du CO2 de l'atmosphère. C'est l'une des deux alternatives. Donc finalement, ce qu'il faut se demander, c'est de
quelle quantité de CO2 il faut éliminer de l'atmosphère. Dans le rapport spécial du GIEC sur le réchauffement à 1,5 degré, sont envisagés différents profils d'évolution, différentes hypothèses, et dans l'une de ces hypothèses, il y a encore beaucoup d'émissions à l'avenir qui doivent être compensées, mais ceci signifie que la demande d'élimination de CO2 va être extrêmement élevée. Et je crois que dans celle hypothèse P4, si sauf erreur de ma part, il y avait plus de 1000 gigatonnes accumulées jusqu'à 2100 de réduction de CO2 dans l'atmosphère, c'est-à-dire 200 fois plus ce qu'émet l'Europe en une année, pour que vous ayez un ordre d'idée de l'envergure de laquelle nous parlons. C'est-à-dire que jusqu'à quel point pouvons-nous réellement absorber du CO2 de l'atmosphère? Il faut être consciente du ciel, de la quantité que nous pouvons absorber et du fait que les émissions sont en dehors de cette équation, qu'à partir de 2050, il faut entrer en territoire net d'émissions négatives, donc. Et même si nous arrivons à un niveau net d'émissions zéro en 2050, il faudra absorber plus de ce que l'on va émettre après cette date. C'est-à-dire que quoi qu'il en soit, il va falloir absorber du CO2 de l'atmosphère, quoi que nous fassions, car nous avons déjà émis trop de CO2 jusqu'à présent. Et Louise va étudier ce thème pendant des années pour voir comment nous pouvons résoudre la question de la deuxième moitié du siècle. Par ailleurs, il y a un autre argument juste de gestion, c'est-à-dire de voir qui va payer, car c'est très bien de dire que nous allons réduire les émissions à zéro, mais ceci incombe surtout au secteur privé, d'accord. Mais qu'en est-il du net négatif avec l'absorption du CO2? Qui va payer pour ceci? On va fixer un cadre législatif dans lequel on va demander qu'une entreprise, si elle veut exercer en Europe, a l'obligation d'absorber 2 gigatonnes, par exemple, de CO2 dans les 10 ans à venir, et ça va être un nouvel objectif que nous allons fixer après 2050, je ne sais pas. C'est un petit peu ce qui va marquer le rythme et le modèle pour l'avenir. Donc, nous y arriverons et quand le viendra, mais pour le moment, il faut voir ce que nous allons venir dans les 30 ans à venir. Oui, il est clair qu'il faut atteindre les émissions négatives après 2050. Louise? Oui, je suis d'accord avec ce qu'a dit Arthur, et il est vrai que même si nous envisageons d'atteindre les émissions négatives à partir de 2050, on ne peut pas oublier ce qu'il va falloir faire dans les 30 années à venir, c'est-à-dire jusqu'à cette date. Les entreprises doivent réduire leurs émissions. Et il faut qu'elle paye pour ceci. Le secteur privé finance une grande partie de ces efforts. Il me semble que c'est bien. Mais l'une donc des inquiétudes liées au mécanisme de compensation est le fait qu'on ne réduit pas les émissions. Et il me semble que c'est un obstacle fondamental. C'est pour ça qu'il faut être plus prudent avec la terminologie. Veut-on vraiment que les entreprises réduisent leurs émissions ou simplement qu'elles payent pour l'absorption de CO2 dans un autre endroit pour compenser donc ce qu'elles émettent ailleurs? Par exemple, si quelqu'un paye beaucoup de compensation de CO2 par ailleurs, peut-il dire qu'il est neutre en 2030 alors qu'il continue à libérer beaucoup de CO2 dans l'atmosphère? Donc il faut être très prudent pour voir comment nous incitons les entreprises à faire quelque chose à cet égard. On ne peut pas leur permettre de se mettre des médailles alors qu'en réalité, elles ne font rien pour réduire les dégâts qu'elles créent à l'environnement. Donc il y a l'un des défis est lié au fait que les options d'élimination du CO2, surtout celles qui sont fondées sur la nature, sont très économiques, et donc il est facile de les utiliser pour brandir l'argument de la neutralité climatique sans qu'il y ait de véritables efforts de réduction des émissions. Et par ailleurs, comment pouvons-nous résoudre cette situation? Dans l'institut dans lequel je travaille, nous étudions différentes options
pour voir comment les entreprises peuvent payer de manière volontaire plus, et il ne va pas toujours être possible pour toutes les entreprises, mais certaines pourraient montrer un plus grand niveau d'ambition. Il y a une autre option qui est qu'on ne les laisse pas communiquer, faire la publicité d'arguments ou d'affirmations selon lesquelles elles seraient neutres à la neutralité climatique seulement parce qu'elles compensent leurs émissions en plantant des arbres, mais par exemple qu'elles consacrent cet argent à investir dans des technologies, en innovation pour réduire les émissions. Il y a des entreprises qui sont véritablement ambitieuses et Jason, que pensez-vous du point de vue du secteur privé? Quel type de motivation, d'incitation peuvent les pousser à avoir ces attitudes plus ambitieuses? Car c'est vrai qu'il faut qu'il y ait une viabilité économique, mais il y a également des questions qui sont liées à l'intégrité, à une motivation indépendante sur l'environnement dont doivent faire preuve les entreprises. Donc, comment peut-on favoriser ce type d'attitude? Marc voulait intervenir et ensuite c'est à Jason. Je crois que la question la plus large, c'est se demander comment on peut faire face à toutes ces incertitudes. Arthur a précisé que le stockage du carbone, qu'il soit géologique ou biogénique, est limité, et c'est clair, mais c'est une conclusion qui est extraite de ce que nous savons aujourd'hui. Donc, il faut plus de connaissances pour pouvoir éliminer ces incertitudes. Ce que dit Jason est qu'il y a des acteurs qui s'engagent dans des mécanismes qui pourraient favoriser le développement de ce secteur, et ainsi on pourrait dépasser cette perspective, ce point de vue que nous avons actuellement, que nous savons simplement une capacité de stockage limitée, car en fin de compte, il s'agit de voir les détails, et donc si on peut déterminer et définir qu'une capacité, par exemple, pour stocker 1200 milliards de tonnes de carbone de façon géologique est peut-être plus économiquement viable de ce que l'on pensait initialement. Pour ce qui est du point de vue de la consommation, nous avons besoin de ciment, d'acier, d'aliments, et étant donné qu'il ne va pas être possible que tous ces secteurs réduisent leurs émissions à un niveau net zéro à l'horizon 2050, il y a besoin de compensation. Et on peut utiliser ces revenus pour les investir dans d'autres activités d'intérêt public, comme peuvent être l'élimination de CO2, car il faut être conscient du fait qu'on ne peut pas les atténuer suffisamment pour atteindre les objectifs établis pour 2050. C'est-à-dire que la réglementation qui va être fixée doit être consciente du fait que le système doit s'adapter et doit engager différents agents dans le marché pour élargir ces initiatives et pour instaurer plus de confiance. Et aujourd'hui, nous n'avons pas la réglementation en vigueur, à mon sens. Jason, vous vouliez répondre? Arthur, vous vouliez intervenir aussi? Je crois que la principale motivation des entreprises, c'est le bénéfice. Il peut y en avoir d'autres, mais surtout, c'est le bénéfice économique. Je ne veux pas dire que le secteur privé ne fasse pas preuve d'une bonne volonté, mais une entreprise vise à gagner de l'argent. Certaines, comme Google, Microsoft ou d'autres entreprises similaires, ont une certaine éthique. Elles sont des employés qui veulent préserver leur bonne réputation. Mais en fin de compte, l'entreprise veut surtout faire des bénéfices, et donc elle va investir à partir du moment où elle va continuer à avoir ce bénéfice. Par ailleurs, les entreprises pétrolières sont soumises à une pression de plus en plus grande pour être plus propres.
Il y a beaucoup d'investissements qui sont faits dans des formes nouvelles d'énergie, beaucoup s'impliquent dans des solutions fondées sur la nature et je ne pense pas qu'elles vont le faire d'une façon volontaire à l'échelle suffisante s'il n'y a pas de bonne motivation à la clé. Et donc, indépendamment de ce qu'elles puissent payer, il faut être pratique. Il est vrai que les entreprises pétrolières et gazières suivent un modèle qui est déjà obsolète, mais finalement, il faut qu'il y ait des politiques qui insistent sur les énergies renouvelables, les énergies propres, ce qui va jeter aux oubliettes le modèle commercial de ces entreprises. Ça ne va pas changer du jour au lendemain, mais il faut avoir confiance dans le fait que cette transition va se faire rapidement et avec un peu de chance avant 2050. On peut également opter pour mettre d'autres impôts pour investir ces sommes dans des technologies qui peuvent permettre un plus grand niveau d'émissions négatives à l'avenir, c'est-à-dire qu'il y a différentes façons. Mais il ne suffit pas de diaboliser les compagnies pétrolières pour les obliger à payer pour ces technologies. Il est vrai qu'il y a une série de bénéfices en termes de réputation, de bonne réputation, mais je suis d'accord avec ce que dit Louise, mais finalement, il faut être pragmatique. Si quelqu'un doit mettre la main au portefeuille, et je préférerais par exemple qu'on le mette plus d'impôts sur les activités des compagnies pétrolières avant qu'il augmente mes propres impôts, ce qui ne signifie pas que je ne vais pas moi-même mettre la main au portefeuille. Arthur. Oui, je voulais dire quelque chose qui est lié à ce qu'a dit Marc sur le cadre réglementaire. Je comprends parfaitement ce qu'il veut dire, mais actuellement, quand nous parlons d'approche fondée sur la nature, d'élimination du CO2, il y a peu d'incitations directes pour créer ce type d'actifs et générer ces absorptions de CO2. Et ceci doit être créé en Europe, par exemple, dans les années à venir. Et actuellement, donc, nous étudions quelles sont les approches volontaires qui sont en vigueur, comment opérer le suivi, la notification et la vérification, comment garantir qu'une tonne de carbone est une tonne de carbone, comment c'est financé, quelle transparence y a-t-il dans ce type de marché. Et nous voulons nous utiliser cette expérience d'un côté pour inciter les États membres à prendre des mesures, par exemple les subventions agricoles qui ont été mentionnées et on pourrait utiliser ces subventions pour financer des absorptions de CO2 d'une façon qui soit bénéfique pour l'atmosphère et qui donnerait de nouvelles opportunités d'affaires aux agriculteurs. Ça, c'est une forme d'agir. Et une autre consiste à créer un cadre réglementaire. Dans notre cas, il s'agirait donc de créer un système de certification de ces absorptions de CO2, aussi bien pour des approches fondées sur la nature que pour des approches technologiques dans les années à venir. Et à partir de là, on pourrait envisager comment et quand lier ces systèmes au marché qui aurait été créé au fil pendant ce délai. Et je crois qu'en Europe, il va y avoir des étapes qui vont être franchies dans ce sens dans les années à venir et il va sans dire que vous êtes tous invités à participer à ce processus consultatif qui va avoir lieu dans l'Union européenne dans les mois à venir et les années à venir. J'aimerais revenir à une question du public qui est lié donc à l'échelle dont Arthur a également parlé. Donc 12,5 gigatonnes par an est un chiffre considérable. Attendez, j'ai oublié la question. Je la reprends. Alors, donc cette quantité n'est pas réaliste. C'est du fantastique, pratiquement. Donc, quelle autre chose pouvons-nous envisager à cet égard? C'est-à-dire à quelle échelle d'application, de quelle échelle d'application parlons-nous étant donné de la situation et de la réalité dans laquelle nous nous voyons plonger quant au programme actuel de réduction des émissions et ce que nous pouvons attendre de l'avenir? Il me semble
qui déclare que si les pays remplissent les engagements qu'ils ont pris dans le cadre de l'accord de Paris, il faudra absorber plus de 2,5 gigatonnes par an, car les modèles envisagés par le GIEC sont basés sur des mesures plus drastiques que celles qui sont adoptées pour le moment. Et également, je suis d'accord avec ce qu'a dit Marc auparavant, à savoir que nous sommes actuellement envisageons ces absorptions dans un cadre technologique actuel, mais nous investissons beaucoup dans la recherche pour voir comment on peut capturer du carbone de formes différentes, par exemple avec des nouveaux types de matériaux, de matières, et qui captureraient du carbone. Parce que je dois simplement considérer que le carbone est un résidu dont je dois me débarrasser, que je dois injecter dans une couche géologique, par exemple. Eh bien non, on peut envisager que le CO2 est également une matière première que je peux utiliser pour d'autres matières ou matériaux et qui peut être utile. Donc ce sont des questions d'actualité dans les études de recherche, mais il faut rechercher, donc faire des études dans la matière. Et il y a des éléments intéressants qui sont également qui sont produits en laboratoire en termes de matériaux de matière, par exemple avec un matériau qui est plus fort mais qui pèse encore moins que l'aluminium, pas simplement la fibre de carbone, mais également de nouveaux mélanges dans lesquels on pourrait capter le carbone durant de très longues périodes, car il s'agit de matières et de matériaux stables. Donc, pour la recherche ou les études de matériel, on voit déjà les premiers pas et je suis convaincue que ceci va élargir, repousser les frontières des connaissances scientifiques dans les années à venir. Une autre question, nous arrivons à la fin de notre activité, il nous reste 5 minutes, mais il y a une question très concrète qui est liée à ce qui se passe aux États-Unis, où il y a certaines incitations, et par exemple il y a l'initiative 45Q, donc c'est un cadre législatif qui motive l'absorption du CO2. Y a-t-il donc des projets en cours dont vous seriez au courant? Je ne sais pas si vous êtes informé de ce qui se passe aux États-Unis, mais dans un point de vue plus large, il y a également des incitations dans d'autres pays et régions. Donc, savez-vous, connaîtriez-vous un projet intéressant qui soit actuellement mené et qui soit lié à l'élimination du CO2? Et je crois que cela dépend de la technologie d'absorption du CO2 dont nous parlons. Il y a beaucoup de choses qui sont faites. Il y a beaucoup de développement, beaucoup de petits projets qui sont mis en œuvre et qui ne supposent pas des initiatives à grande échelle, mais qui peuvent finalement être associés, être combinés. Et peut-être qu'en moins de 10 ans, on pourra les appliquer à une plus grande échelle. Il y a également des personnes qui étudient l'application de ces technologies à grande échelle dans différents modèles. Donc, je crois qu'il y a des choses qui vont apparaître dans les 5 ou 10 ans à venir. Et pour le captage et le stockage de carbone, c'est un petit peu plus difficile parce que, bien qu'il y ait des projets qui puissent être menés à terme, mais c'est finalement, ça se fait peu à peu. Et ce sont des questions qui sont financées par des crédits d'impôt, par des déductions fiscales. Et finalement, c'est là où il y a l'argent, là où il y a des projets. Je ne sais pas si Marc a un point de vue différent en la matière, mais il me semble, oui, qu'il existe le potentiel d'appliquer ces projets à Jean Dessel dans 5 ans. J'aimerais également dire quelque chose sur l'échelle d'absorption de 12,5 gigatonnes par an qui me paraît être une chimère, car dans une situation post-Covid, nous avons besoin de récits positifs et d'espoir, étant donné le grand désespoir dans lequel a plongé l'humanité. Je pense qu'il faut donc essayer d'avoir des discours positifs au lieu de simplement montrer les catastrophes qui nous attendent et en raison des changements climatiques. Si
Par exemple, on aurait demandé 10 ans avant d'envoyer l'homme sur la Lune s'il serait possible d'arriver à cette prouesse. Les gens auraient dit que non, bien sûr que non, que c'était une folie. Et on pourrait dire la même chose d'autres technologies. Par exemple, la téléphonie mobile, qui 10 ans avant son apparition, bien personne n'aurait misé là-dessus, personne n'aurait imaginé ça. Et les téléphones mobiles ont eu une énorme contribution au PIB du monde entier, en innovation et dans différentes technologies. Steve Jobs et iPhone ont contribué en grande mesure au développement économique. Donc, il est vrai qu'il y a une génération jeune que nous devons inciter et encourager, et l'ingéniosité humaine va nous apporter des opportunités d'appliquer ce type d'approche à grande échelle, car on n'a pas d'autre solution. Donc il faut inciter et encourager les jeunes à mettre en marche leurs idées. Pour ce qui est des incitations, cette législation 45Q est surtout un cadre réglementaire pour l'industrie pétrolière et gazière. Il est vrai que le prix de 35-40 dollars par tonne de pétrole suppose une bonne source de revenus, et je crois que ce que l'on fait en Californie est un exemple pour le reste du monde pour les structures d'incitation, mais il y a différents blocs de créativité que l'on voit dans différents endroits, comme disait Jason. Actuellement, ce sont comme des silos, pour le dire, et on n'a pas encore atteint une masse critique qui associe toutes ces connaissances et puisse ainsi générer un changement systématique et appliquer ces approches à grande échelle. Et donc, c'est ce que je disais avant quand je parlais d'un accélérateur de ce type de technologie. Mais nous avons par exemple Hydrocellula et d'autres organisations qui font des choses très intéressantes. Nous ne savons pas jusqu'à quel point cela va être efficace, tout ceci va être efficace, mais il faut continuer à essayer et arriver à cette masse critique. Merci beaucoup, Marc. Eh bien, nous sommes malheureusement arrivés à la fin du temps qui nous était imparti. Merci donc à tous et pour tous ces commentaires intéressants. Je reste avec ce que vient de dire Marc, à savoir qu'il faut lancer un message d'optimisme et un dernier commentaire d'un membre du public. Pourquoi est-il plus difficile d'imaginer ne pas brûler de combustibles fossiles que d'imaginer un avenir technologique fantastique, presque de science-fiction? Et c'est une piste pour la réflexion. Ce qui a vraiment été fantastique, c'est la discussion que nous avons eue aujourd'hui. Nous sommes conscients du fait des différentes dimensions en termes de gouvernance qu'impliquent ces technologies et cette situation. Il faut impliquer différentes parties prenantes et nous devons tous aller dans la même direction pour atteindre l'objectif commun, c'est-à-dire de réduire la concentration de gaz à effet de serre de l'atmosphère. Merci à tous. Nous avons mis sur la table des sujets très importants et donc j'espère que nous allons continuer à réfléchir là-dessus. Merci à tous et je vous vois dans la prochaine activité. Merci.